Et de vision. Les rencontres de l'air. Nick Payne est analyste politique. Bonjour, Nick. Bonjour, Alexandre. Alors, on a annoncé la candidature de Pascal Paradis pour le Parti québécois dans Jean Talon. Là, il y a eu des éloges. Mais là, la presse a sorti un dossier ce matin. Finalement, est-ce que Pascal Paradis a fait une Gertrude Bourdon de lui-même et a butiné entre les formations politiques? Ou un Vincent Marissal, hein? Il y en a eu d'autres, quelques-uns. Écoute, commençons par le commencement. Il n'y a pas de doute. C'est une excellente candidature pour le Parti québécois là, dans Jean Talon. C'est assez extraordinaire. C'est le cofondateur d'Avocats sans frontières Canada. Donc, il y a déjà en partant là un profil idéal pour le Parti québécois qui se veut quand même un peu plus progressiste, un peu plus à gauche. Donc, le caractère social de cet organisme-là qui entre en ligne de compte. Hein. C'est un organisme qui est voué à l'accès à la justice, à la représentation en justice auprès des personnes qui peuvent être défavorisées à ce point de vue-là un peu partout dans le monde. Donc, c'est étincelant comme parcours là, pour ce candidat-là. Sauf que oui, la presse nous apprend qu'il a eu des contacts serrés là, de près avec la CAQ juste avant les dernières élections et avec des proches de François Legault parce qu'il voulait être candidat caquiste. Il demandait notamment à ce qu'on lui paie un appartement pendant toute la durée de la pré-campagne et de la campagne, je crois, là, ou dans une durée de cet ordre-là. Mais surtout, il voulait qu'on lui garantisse un poste de ministre. Et ça n'a pas abouti, apparemment. C'est là-dessus que les négociations auraient achoppé. Et il est resté chez lui. Il n'a pas été candidat de la CAQ. Alors, ça dit plusieurs choses. Ça nous montre la proximité déjà entre caquisme et péquisme, en tout cas à tout le moins jusqu'en 2022 avant l'élection. Peut-être que les choses ont changé. C'est ce que vont dire les péquistes. Hein? Va falloir voir si les journalistes vont demander aux candidats demain. Honnêtement, j'ai hâte d'entendre ils vont les demander, explications alors, parce que l'espèce de build-up est intéressant. Là. Bon, on a vu circuler sur les réseaux sociaux la bande-annonce. On a repris un peu la bande-annonce de style lancé compte pour annoncer la candidature de Pascal Paradis jeudi. Le nom a sorti finalement publiquement d'ici là, mais quand même, il y avait une espèce d'engouement, une espèce de momentum. Là, moi, j'ai lu certains échanges de courriels également qui ont été rendus publics, notamment par certains spins de la CAQ là, sur X. Ouf. Ben, évidemment, ils sont pas contents. Hein? La CAQ, on le comprend bien. On a tout de suite compris pour quelle raison la CAQ se met à parler de ça soudainement. Mais en même temps, c'était en 2022. Le Parti québécois, il y a des choses qui ont changé pour lui depuis ce temps-là, et pas seulement une sorte de retour dans les sondages. Hein? Paul Saint-Pierre Plamondon a réorienté le parti sur son option fondamentale de façon très nette, très engagée. Il s'est montré un leader plutôt fort, plutôt intéressant. Alors là, les péquistes demain, j'imagine, vont nous dire que l'arrivée de M. Paradis au PQ est une sorte de retour au bercail. C'est quelqu'un qui désormais a vu la lumière et comprend que finalement, l'objectif de l'indépendance est important. Ça peut effectivement, cette candidature-là, avoir cet effet-là ou porter cette symbolique-là, dire, ben voilà, le Parti québécois est de retour auprès des gens, pas seulement des purs et durs de l'indépendance, mais de tous ceux qui croient en la capacité de ce parti-là à gouverner. Mais il demeure un problème, là. Parce que fondamentalement, moi, je suis de ceux qui disent depuis longtemps que le flou référendaire, hein, le flou artistique, la valse-hésitation, avec lui, la mise en veilleuse de l'option indépendantiste pour le Parti québécois, ont été une sorte de catastrophe pour ce parti-là. Quoi qu'on pense, par ailleurs, de ce que les choses auraient été si le PQ avait été plus clair sur son option. Je suis pas du tout en train de dire qu'il aurait pris le pouvoir en claquant des doigts. Loin de là, ça n'aurait pas été une partie de plaisir, mais c'est jamais bon pour un parti politique de transiger sur ce qui est son identité première. Et à mon sens, les péquistes ont beaucoup pâti de ça. Alors là, Paul Saint-Pierre Plamondon disait récemment dans le congrès du Bloc, il disait c'est très bien de se
de revenir à l'option, de croire en nos moyens quand ça va mal, mais il faudra le faire aussi quand ça ira mieux. Et là, c'est en train d'aller mieux pour le Parti québécois. Et on peut se demander si la tentation de revenir de remettre les anciennes pantoufles va se manifester. Est-ce qu'on voudra à nouveau modérer un peu sur la question d'indépendance pour élargir puis aller chercher, par exemple, peut-être des candidats comme M. Paradis? Alors là, dans son cas, lui, on a l'impression que le Parti québécois revient déjà à ses anciennes habitudes, c'est-à-dire que l'idée de faire passer le prestige et les qualités du candidat, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, là, mais avant l'option fondamentale. Tu sais. Nick, en lien avec ça, Paul Saint-Pierre Plamondon vient juste de réagir dans les dernières secondes sur X. Ok, c'est quand même long, mais je vais te le lire puis je vais te faire commenter après, c'est important. Il dit « Notre candidat a été transparent avec nous et nous a tout dévoilé quant à ses échanges avec la CAQ. Nous l'avons choisi en toute connaissance de cause. Contrairement à ce que la CAQ affirme, c'est la CAQ qui a approché Pascal Paradis, et non l'inverse. Il n'a jamais rien exigé de la CAQ, c'est ce qu'il dit. Il a simplement consenti à des échanges exploratoires. Au terme de ces échanges confidentiels, M. Paradis a refusé l'offre de la CAQ. Une des raisons est qu'on lui a d'abord représenté qu'il serait ministre de la Capitale-Nationale pour ensuite retirer cette offre dans le cadre de la discussion. Parmi les points qui ont achoppé, il y avait le troisième lien. Et on termine ce long message-là en disant que c'est un indépendantiste assumé, une candidature de calibre ministériel qui a choisi de se présenter avec le Parti québécois. Alors, faisons le pari de croire ce que dit Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est un homme de parole et de clarté et de probité. Ça ne change pas. Alors, c'est intéressant, là, ces précisions-là, mais ça ne change pas une chose, c'est que M. Paradis a quand même accepté de discuter. On peut donc imaginer que il était en 2000 minimum un souverainiste en pause, un peu rendu ailleurs, comme Bernard Drinville. En tout cas, suffisamment pour dire à la CAQ, oui, je vais écouter ce que vous avez à me dire. Là, maintenant, il devient candidat d'un parti dont le chef dit, ben là, c'est l'indépendance, notre priorité. Alors, j'espère qu'on va lui poser des questions là-dessus, à ce candidat-là, puis ses réponses vont être intéressantes. Mais voilà, là, ça se peut qu'on assiste déjà un peu au retour de l'ancien péquisme, dans une certaine mesure, c'est-à-dire un péquisme qui est très attaché à l'idée de gagner des comtés et de gouverner le Québec avant peut-être de s'occuper de l'indépendance. Ce n'est qu'une supposition, ce que je fais. Hein? On va voir ce que va dire le candidat et ce que va dire son chef demain. Mais il y a des lumières qui s'allument là sur le tableau de bord là, à ce sujet-là. Donc, c'est à suivre. Le PSPP a varlopé la CAQ aussi en disant la CAQ, comme dans plusieurs autres dossiers, n'a pas tenu parole et manipule les faits. Elle tente de faire de la politique de bas étage et de miner la crédibilité d'une personne en rendant public de manière sélective des échanges confidentiels. Ça, c'est ce dont je te parlais tantôt, là, les spins de la CAQ qui ont publié là, des captures d'écran de ces courriels. C'est un manque flagrant d'éthique. Ouais. Oui. Ben, c'est de bonne guerre. Paul Saint-Pierre Plamondon est avocat et là, ici, on a l'impression un peu d'être dans Indéfendable à TVA avec Sébastien Delorme. Hein? On va jusqu'au bout de la défense du client, même quand c'est pas toujours tout à fait défendable, justement, mais c'est de bonne guerre. Et puis, bien sûr, effectivement, la CAQ a probablement joué ça en nous révélant l'info qui l'arrangeait davantage que celle qui l'arrangeait moins. Mais je persiste. Voici quelqu'un qui a accepté de discuter assez longuement avec les caquistes, qui sont, on s'en rend compte aujourd'hui, le Parti libéral 2.0 sur la question nationale. Alors, on nous dira que les choses ont changé depuis 2022 et que l'arrivée de M. Paradis sonne le ralliement des péquistes, des souverainistes déçus qui étaient allés voir ailleurs. Hein? Ça pourrait être ça. Un mot en terminant, Nick, sur la retraite du cabinet Trudeau à l'île du Prince-Édouard. Ça, c'est terminé maintenant. Puis on a parlé beaucoup de crise du logement et d'immigration. C'était un peu le but de l'exercice. Et puis les libéraux ont très bien compris que ça pourrait être un gros morceau de la prochaine campagne électorale et puis ils sont un peu dans le trouble là-dessus parce qu'ils sont un peu bredouilles sans solution. Ce qui est intéressant, c'est le ministre Fraser qui a eu, comme Jean Leloup, un peu d'un moment, un éclair de lucidité et qui a dit que... Oui, peut-être pas à ce point-là, mais il a quand même, il est allé jusqu'à dire donc que les étudiants, les immigrants temporaires comme les étudiants, on pourrait peut-être
modérer le flot un peu parce qu'on constate, dit-il, des effets sur le logement là où ils s'établissent parce qu'ils sont en très grand nombre et très centrés dans des quartiers en particulier. Il s'est fait rabrouer assez facilement par tout le monde. Enfin, il a été laissé seul avec son affaire par le reste de ses collègues. Et le lendemain, c'est-à-dire hier, Chrystia Freeland réitérait la croyance de l'ensemble des ministres du cabinet Trudeau dans l'idée que les immigrants vont construire des maisons. Hein? Et quelle déclaration, honnêtement, là, ça, là, c'est une déclaration lunette rose, c'est incroyable, ça. Ils s'en remettent une couche. Ils vivent dans un monde de licorne, et que ça n'a aucun sens. Ben, les chiffres de Statistique Canada existent là-dessus, pas de Pierre-Jean-Jacques. Là, et ils disent que 5,5% des immigrants reçus dans les 5 dernières années, arrivés dans les 5 dernières années, travaillent dans la construction. C'est presque la moitié moins de la proportion dans la population ordinaire. Déjà, là, en plus, quand on nous dit... Ben non. Là, tu as le programme Entrée Express, qui est un programme d'immigration du gouvernement du Canada qui récemment a été modifié pour essayer d'aider, de simplifier les modalités pour certains travailleurs, pour certains domaines de la construction. Mais selon la CCQ, c'est beaucoup trop peu. En tout cas, bref, il a été laissé seul avec ça. Et Mme Freeland réitère l'idéologie, si tu veux. Et puis, tu as Pierre Poilievre à travers ça, qui, lui, réagit en disant que le gouvernement Trudeau veut faire porter sur les immigrants l'odieux de la crise du logement et que c'est bien terrible. Ce qui nous rappelle deux choses. D'une part, que Pierre Poilievre est prêt à dire absolument n'importe quoi pour se démarquer dans l'opposition, parce que là, il faut vraiment être de mauvaise foi pour penser que le gouvernement Trudeau veut stigmatiser les immigrants. Là. Soyons sérieux un instant, un centième de seconde. Et puis, par ailleurs, ça nous montre aussi une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à rouler entre la position des conservateurs de Poilievre et des libéraux de Trudeau sur l'immigration. Alors, le Trumpisme à la canadienne, là, c'est pas ça, Pierre Poilievre. Non. C'est un parti, c'est un chef résolument multiculturaliste et immigrationniste, là, pour ceux qui n'auraient pas remarqué encore. Très bien, merci beaucoup, Nick. Merci à toi, au plaisir. Salut.